Mais Vincent, c'est quoi ce bordel? Non, rien, t'inquiète pas, je viens de passer sur le réseau des kinés. Bonjour, Bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps. Juste le temps d'un lapin. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'il sort en réaction de la publication par la Haute Autorité de Santé des nouvelles recommandations pour la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson et comme fait exprès, elles ont été publiées exactement le lendemain de la publication de notre épisode du temps d'un lapin sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. Forcément. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Donc tu as pu voir comme moi que c'est l'effervescence sur les réseaux sociaux dans les groupes de kinés. Oui, j'ai vu beaucoup de choses difficiles, douloureuses pour certaines. Pas que chez les kinés. Pas que chez les kinés. Non, c'est aussi l'effervescence dans la sphère médicale. Par rapport à quoi? Par rapport aux recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la bronchiolite du nourrisson. Qu'est-ce qui les met en effervescence? La kiné respiratoire, enfin contre-indiquée. D'accord. Plus besoin de prescrire. Ah, tu veux dire qu'ils sont rassurés de ne plus avoir à le faire? Pour certains, puisque ça colle avec les recommandations de la revue indépendante Prescrire dont nous avions parlé la dernière fois et dont nous avions tenté de nuancer les propos. On vous propose de vous donner un avis sur ces nouvelles recommandations et puis libre à vous derrière de vous faire le vôtre. Du coup, les recommandations, on s'est quand même amusé à les lire, hein, on a pris un petit peu de temps. L'avantage, c'est que c'est en français, donc ça se lit un petit peu plus vite. Contrairement à ce qu'on lit d'habitude. Et vous. Les snobs. Attends, va falloir qu'on se mette au chinois, un de ces quatre. Ces recommandations, qu'on va vous mettre en lien sur le blog, s'intitulent « Prise en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois » et elles sont donc parues le 14 novembre 2019. Si on devait comparer le contenu par rapport à ce que nous avons dit dans le dernier épisode, eh ben, on dirait qu'on a à peu près tapé juste. C'est-à-dire que le suivi est recommandé, le désencombrement rhinopharyngé est recommandé plusieurs fois par jour, l'éducation thérapeutique des parents est recommandée, les mesures d'hygiène dont on a déjà parlé font partie encore une fois de ces recommandations. Le seul point de dissonance qu'il y a entre les recommandations et ce dont on a parlé, c'est sur les techniques de désencombrement bronchique. Marie, je me souviens que tu étais pas très à l'aise avec ces techniques de désencombrement. Oui, parce que j'avais du mal à savoir quand m'arrêter. Tu peux t'arrêter tout de suite, puisque maintenant les techniques de désencombrement bronchique ne sont plus recommandées. Qu'est-ce que tu appelles technique? Donc il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a le clapping et le drainage positionnel qui, si vous les pratiquiez encore, ou si le kiné chez qui vous allez les pratiquer encore, étaient déjà contre-indiqués dans les recommandations de 2000. Oui, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc, il nous reste l'AFE. Déjà 19 ans auparavant, c'était contre-indiqué. Et la dernière technique, à savoir l'augmentation du flux expiratoire, ou comme le disent nos amis d'Outre-Quiévrin, l'expiration lente prolongée une fois, eh bien cette technique n'est pas recommandée par défaut de preuve de son efficacité. On avait évoqué une étude française qui semblait mettre en évidence une diminution notable du score de Wang par l'utilisation de cette technique. Il apparaît qu'elle n'a pas été retenue par la Haute Autorité de Santé. D'accord. Pour la rédaction du rapport. Ce qui expliquerait aussi pourquoi 2 des 4 kinésithérapeutes qui ont participé à la rédaction du rapport s'affichent clairement au sein même du rapport comme n'étant pas en accord avec son contenu. D'accord. Et avec ses conclusions. Ce que je peux comprendre. Donc pour l'instant, ce qui est dit, c'est que dans les techniques de kinésithérapie respiratoire, certaines sont contre-indiquées, qui sont déjà contre-indiquées depuis 20 ans, et la seule qui se pratiquait encore n'est plus recommandée dans les techniques de désencombrement. Voilà, on ne parle pas du tout du reste de la séance dont nous on a parlé dans l'épisode précédent en fait. Alors, il en est question par rapport au suivi. Ouais.
Le rapport ne fait que très peu mention aux kinésithérapeutes comme personnel compétent pour assurer le suivi, mais il est question des professionnels des réseaux de premier recours. Je cite le rapport, et je pense qu'il s'agit d'une sémantique particulière et peut-être voulue. Et quand il est question de professionnels des réseaux de premier recours, on pourrait penser aux communautés professionnelles territoriales de santé, plus connues sous le terme CPTS, le modèle d'exercice que le ministère de la Santé est en train d'essayer de vendre à tous les professionnels de santé. Libéraux. Donc peut-être qu'il y a là une volonté un petit peu d'organiser le suivi au sein de ces communautés professionnelles, peut-être pour assurer une meilleure réorientation des patients au cas où. D'accord, sans forcément nous citer, ce qui supposerait que potentiellement d'autres professionnels de santé, médicaux ou paramédicaux, pourraient assurer au sein de ces CPTS peut-être le suivi des enfants en période de garde si nous, on ne nous envoie plus les enfants. Complètement. D'accord. Ça ouvre la porte à ce que, par exemple, des infirmiers, mais aussi les sages-femmes, fassent le suivi. Alors, pour ce qui est des sages-femmes, je m'inquiète pas trop, puisque la consultation des sages-femmes coûte plus cher que la consultation des kinés. Donc, on est probablement tranquille de ce côté-là. Et puis, on va pas demander aux médecins, enfin, je sais pas comment ça va s'organiser sur les CPTS, mais tu sais s'il y a un mode de garde qui doit être installé? Est-ce que ça veut dire que dans les communautés, les praticiens qui y participent doivent assurer une permanence des soins? Parce que ça voudrait dire que si jamais c'est pas une compétence qui est déléguée aux infirmiers et que nous on n'est pas cité, ça veut dire que des médecins devront faire l'éducation au mouchage le week-end? Probablement. Après, la constitution des CPTS est assez particulière et doit être menée autour d'un projet de soins. La mise en place de garde ne me paraît pas en faire partie. On essaiera peut-être de creuser la question. Le rapport, lui, parle de l'organisation de réseaux ville-hôpital coordonnés par les ARS avec une mobilisation des médecins libéraux généralistes, des pédiatres, des kinésithérapeutes, le personnel des crèches, les PMI, les urgences pédiatriques, les services d'hospitalisation de pédiatrie. Donc tu vois, c'est pas clairement dit non plus, hein, mais c'est coordonné par l'ARS. Donc peut-être que... Cela dit, c'est pas aberrant que tout le monde, dans le parcours de soins d'un nourrisson, puisse participer à l'éducation et au mouchage en dehors des périodes aiguës. Voilà. Mais après, par contre... la page 172 du rapport très long que personne ne lira jusqu'au bout évoque quand même le fait suivant: le rôle des kinésithérapeutes au cours de l'épidémie est important. En participant au suivi ambulatoire d'une certaine catégorie de nourrissons traités pour première bronchiolite de forme modérée, chez qui une tendance à l'amélioration est constatée. Ah, d'accord. Ça fait bien à entendre. Cependant, il n'est pas question du suivi de tous les enfants. On est sur des bronchiolites de forme modérée. La première, et c'est une certaine catégorie de nourrissons. Et si tu lis le rapport un peu en profondeur, tu comprendras que c'est les nourrissons qui ont des facteurs de risque un petit peu plus importants. D'accord, donc nous, on aurait une pertinence dans le suivi des nourrissons avec des facteurs de risque plus importants que la moyenne. C'est ça. D'accord. C'est là où ils mettent en avant la prise en charge pluridisciplinaire. Et ce passage-là ne nous cite pas. L'objectif étant de ne pas perdre de vue les nourrissons. Certains voient une dimension politique à ce rapport. Oui. On peut un petit peu se poser la question, c'est Benjamin Eng qui a relevé la question sur Twitter en mettant en avant les recommandations pour l'endométriose, la prise en charge de l'endométriose, sur laquelle, d'un côté, l'activité physique n'est pas recommandée par défaut de preuve, parce qu'aucune preuve n'a été produite, mais dans le même temps, en soins de support, on va proposer l'ostéopathie sur base d'études de très mauvaise qualité. Oui. J'ai vu ce qu'il disait, où il se posait la question de dans quelle mesure est-ce que mettre en avant des pratiques qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale pouvait permettre justement aux ARS de limiter les coûts, en fait. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il y a deux poids deux mesures entre ce qui pourrait être réalisé par des professionnels de santé et qui a donc un coût pour la sécurité sociale et
d'autres interventions qui, elles, représentent l'investissement individuel du patient ou des parents. Ce qui voudrait dire que quelque part, il a été calculé que la kinésithérapie respiratoire telle qu'elle se pratiquait et à la quantité d'actes et donc de tarifs d'argent que ça pouvait représenter était un poids pour la sécurité sociale et qu'il fallait peut-être envisager de la passer un peu sous silence. Mais... Alors, on peut sortir toutes les théories possibles et imaginables. Je suis pas infiltré au point de savoir ce genre de choses. Moi non plus, mais c'est vrai que cette réflexion de Benjamin, elle était assez, c'est ce qu'on critique souvent, c'est le cherry picking, quoi. C'est de prendre une étude d'une qualité potentiellement moyenne pour lui faire dire ce qu'on a envie de transmettre. Voilà, pas de souci pour que on rejette toutes les techniques qui n'ont pas été éprouvées, mais dans ce cas-là, on le fait pour toutes les techniques, quoi. Oui, et on va pas mettre plus en avant des techniques qui bizarrement coûtent moins cher à la société et coûtent plus cher aux patients. Voilà, on va pas être plus complaisant envers certaines interventions. Cela dit, il faut pas être complaisant envers les kinés sur quelque chose qui ne marche pas et c'est intéressant c'était ce qu'on voulait la dernière fois, c'est intéressant de se poser la question de l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire. Sauf que là, visiblement, si le rapport parle très peu de nous, ça veut dire que pour les gens qui l'ont écrit, la kinésithérapie respiratoire, celle des encombrements, et rien d'autre. Absolument. Si tu lis la version courte des recommandations, si tu lis les fiches synthétiques de ces recommandations, kinésithérapie égale désencombrement bronchique. Alors que ce qu'on disait déjà la semaine dernière, c'est que c'est une ça ne se résume pas à ça. portion de notre travail. D'ailleurs, à propos de ces fiches, donc il y a dans les recommandations une fiche patient qui a été élaborée. C'est ça dont toi tu voulais parler un peu, une fiche pour les parents en fait. C'est une fiche pour les parents qui est normalement qui devrait être donnée au médecin pour que celui-ci la distribue aux parents lorsqu'ils amènent un enfant qui présente une bronchiolite aiguë. D'accord. Alors cette fiche, elle est, je pense, en recto verso, puisque là le PDF il fait 2 pages. Il donne les motifs de reconsultation du médecin, les raisons pour lesquelles il faut contacter le 15, alors qui sont quand même assez... Oui, effectivement, si tu n'appelles pas le 15 lorsque je trouve effrayant, moi. Je contacte le 15 s'il est en train de mourir, quoi. Je trouve ce paragraphe très malaisant. C'est important bleu autour de la bouche, oui. Fallait peut-être s'en inquiéter un petit peu avant. Il fait un malaise, oui. Voilà. Et la deuxième partie, donc qui sera le verso, lui explique le lavage du nez, et c'est là où je voudrais être un petit peu critique sur ce qui est proposé, c'est qu'on est sur je verse du sérum physiologique dans le nez de mon enfant, ce qui ne marche pas vraiment. Alors justement, j'étais surprise parce que c'est une partie, ce qui est recommandé, c'est une partie du mouchage tel que je l'ai appris moi, mais c'est pas du tout celui dont tu nous as parlé la dernière fois. Et que la façon dont tu l'as décrit, finalement, moi qui étais un peu en difficulté avec ce mouchage sur le côté, je pense qu'il est plus intéressant. Moi, j'avais tendance à faire un drainage rétrograde, et déjà avec l'inspiration bouche fermée, et que je trouvais plus intéressant que ce mouchage sur le nez. Là, ça n'a rien à voir avec celui que tu nous as recommandé la semaine dernière. Ouais, là c'est vraiment tu mets le sérum physiologique dans la narine et t'attends que ça coule de l'autre côté. Ouais. Et je me souviens avoir pensé quand tu l'avais décrit que c'était probablement plus accessible aux parents en fait, parce que là c'est compliqué ce qu'ils proposent. En plus d'être pas forcément efficace, c'est pas facile à faire. Oui. Notamment le point 4, où ils disent de vider le contenu j'appuie sur la dosette pour en vider le contenu. Oh, je l'avais pas vu, mon Dieu. Tout en fermant la bouche de mon enfant. Alors, je vous invite à essayer de fermer la bouche de votre enfant alors qu'il est en train de pleurer parce qu'il apprécie pas du tout que vous lui mettiez de l'eau dans la narine. Vous allez voir que ça ne marche pas. Après, moi je vous invite aussi à prendre une pipette de sérum Phi, à vous mettre dans cette position-là, vous fermez la bouche, vous l'instillez entièrement dans le nez. 10 millilitres, c'est énorme pour un adulte. Alors moi, pour un enfant, j'ose même pas imaginer. Non, c'est une habitude à prendre, tu exagères. Oh, on disait pas que trop irrigué pouvait augmenter l'irritation et donc la production ? Trop irrigué, là il est question de... Alors,
il semblerait Une qu'il pipette vide entière, hein. le contenu. Moi, de ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, c'est que vous appuyez sur la pipette, vos doigts se rencontrent, vous avez mis la moitié de la pipette, c'est suffisant pour une narine. C'est déjà pas mal, hein. C'est même largement suffisant. Ouais. En tout cas, ce lavage tel qu'il est proposé ne me paraît pas efficace. Et encore une fois, là je pense que c'est clairement la place où se situe le kinésithérapeute, c'est dans l'enseignement de ce geste. Qui es-tu pour dire qu'il n'a pas sa place? Tu n'es même pas cité dans les professionnels de premier recours. C'est clair. Franchement. Et je pense que ce geste, on peut l'enseigner aux parents, je pense qu'on peut les enseigner aux professionnels de la petite enfance. Oui, ça pourrait être intéressant. À quel que soit le niveau où ils se trouvent, hein, que ce soit les sages-femmes ou aides-soignants qui exercent à l'hôpital, que les nounous ou tout le personnel de les puériculture. auxiliaires de puériculture, les puériculteurs, puéricultrices, je pense que c'est bon, mais les auxiliaires aussi, mais Voilà, tout le donc, personnel qui est tout le monde en fait. un peu tout le monde, ouais. Donc voilà, en gros, les critiques qu'on peut faire sur ces recommandations, alors elles sont pas si mauvaises que ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, kinésithérapie égale désencombrement des bronches. C'est ce que j'ai trouvé dommage parce que dans certaines réactions de médecins, on a bien vu que eux faisaient cet amalgame-là et j'ai trouvé ça triste parce que je pense que malheureusement, il y a peut-être encore des endroits où c'est comme ça que la kinésithérapie est pratiquée. Les kinés qui ont voulu se défendre, alors il y en a qui se sont défendus d'une manière absolument aberrante en proposant de saturer les urgences, en proposant de monter au créneau, etc. Mais c'est pas du tout... c'est pas forcément un mode de défense assez crédible, mais c'est assez triste parce que finalement, on est globalement de bonne volonté et on a aujourd'hui un créneau sur les gardes de week-end dont personne ne va vouloir. Absolument. Après, je pense que les réponses sur les réseaux sociaux sont faites par rapport à la communication qui a été réalisée, notamment dans les médias, oui, où en grand titre, c'était la kinésithérapie respiratoire n'est plus recommandée. Contre-indiquée d'ailleurs. Ça a même été cité, la kinésithérapie contre-indiquée, oui. Tu as certains articles où ils te parlent, oui, alors le clapping et le drainage positionnel. Je dis, mais les chers amis, depuis plus de 30 ans, ça n'est plus enseigné dans les écoles. Donc... Le renouvellement de la population des kinés fait que normalement, ça n'est plus fait. Voilà, normalement, ceux qui faisaient ça sont peut-être morts, alors qu'il est. Et puis, encore une fois, kinésithérapie respiratoire, et ils se sont arrêtés là. C'est dommage parce qu'il y avait 3 mots derrière de désencombrement bronchique. Ah, je déteste ce journalisme-là. Il y a tellement de bonnes choses à faire. Oui, alors t'imagines bien que s'ils sont arrêtés aux 2 premiers mots, ils sont pas allés lire le rapport dans son intégralité. Pourquoi faire? Ils risqueraient de tomber sur des informations intéressantes. Pas des informations intéressantes, mais des informations qui vont générer moins de clics. C'est un article qui dit les recos recommandent de faire ce qui était déjà recommandé il y a 20 ans à une nuance près et le rôle du kiné c'est la surveillance et l'éducation comme ce qu'on fait déjà. Tu veux parler de pertinence? Ouais. C'est peut-être là où le bas blesse. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire de positif et de négatif sur ces recommandations. Alors, on va voir l'impact qu'elles vont produire derrière. Est-ce que les prescriptions de kinésithérapie respiratoire vont s'effondrer cet hiver? On l'a vu dans d'autres domaines, hein. Il y a certaines recommandations qui sont parues et qui n'ont pas pour autant été tout de suite suivies d'effets. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et effectivement, comment ça va se passer, surtout sur la permanence des soins. Et moi, je suis assez inquiète parce que, la kiné respiratoire du nourrisson, c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours posé des questions par rapport à la pertinence dans son ensemble de la séance et à l'importance de chacune des tâches qu'on peut réaliser. J'avais pas de doute quant au suivi, à l'éducation, à la surveillance. Et là, je trouve que le système de santé actuellement est dans une situation très difficile et je crains un peu, s'il y a moins de prescriptions, s'il y a moins de recours, qu'il n'y ait pas de solution pour les parents le week-end, quoi. Et que ça finisse en maison médicale de garde, que ça finisse aux urgences. Et je crois que les urgences, aujourd'hui, elles n'ont pas besoin de ça. Sachant qu'il y a un réseau qui fonctionne pas trop mal pour la surveillance.
Oui, mais heureusement, on va les désencombrer de tous les lombalgiques et des entorses de cheville, donc oui. ils pourront prendre en charge les petits. J'avais oublié. Heureusement, ils sont heureux, Voilà. je suis sûre. Tout est calculé, je pense. Ça me fait peur. Donc on va voir, hein. Je pense qu'au printemps, on aura les données pour voir le taux de prescription, le taux de consultation de kinésithérapie respiratoire, Ouais. la quantité d'hospitalisation, de consultation aux urgences d'abord, d'hospitalisation, la gravité. Voilà, on va avoir un petit peu de recul là-dessus et on pourra évaluer l'impact qu'ont eu ces recommandations et je pense surtout l'impact qu'aura eu la médiatisation d'une partie de ces recommandations. Encore Oui. une fois, la médiatisation ne se fait que sur une partie du contenu et absolument pas sur tout ce que peut représenter la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson par un kinésithérapeute compétent. C'est ça. Et on n'est pas là pour défendre notre bout de gras parce que en fait, la question c'est pas est-ce qu'on sert à quelque chose ou non. Il y a des choses qui ont été dites qui ont été partielles et fausses. Ouais. Et du coup, je pense qu'on mérite tous autant qu'on est, surtout quand on fait des efforts pour essayer de montrer que ce travail, il a du sens. Justice sur l'idée que tout n'est pas acheté. Et ce qui est dit dans le rapport. Toute la kinésithérapie respiratoire, du moment où l'enfant entre dans le cabinet au moment où il en sort, n'est pas achetée. C'est une petite portion et on a tous, plus ou moins, pour ceux qui pratiquent encore, fait ce chemin-là. Absolument. De diminuer les techniques de désencombrement et de reprendre plus de temps sur l'évaluation, le bilan et la surveillance. Oui, alors du coup se pose aussi la question, c'est une question qu'on s'était un petit peu posée et puis qui a été remontée sur les réseaux, c'est comment ça se passe ailleurs? Et du coup, tu es allé voir. Et du coup, je suis allé voir. Alors, j'ai pas pris ma grosse pelle à neige, hein, j'ai pas creusé non plus pendant des heures. Et je suis allé consulter les différentes recommandations des pays anglo-saxons notamment, parmi lesquels le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande. Et là-haut, ou là-bas, ça dépend comment on tourne le globe, il n'est pas question de ce qu'ils appellent la chest physiotherapy, c'est-à-dire les techniques de désencombrement des voies aériennes inférieures, d'accord. donc des désencombrements bronchiques. C'est-à-dire que Là-haut, dans tous ces ça pays, il n'existe n'y a pas. aucune place pour le désencombrement bronchique. Non, D'accord. ça n'existe pas. Que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en pratique libérale, sauf si il y a présence de comorbidité dans le cadre des recommandations anglaises. D'accord. Et par comorbidité, ils font surtout référence à des maladies neuromusculaires. Ouais. Où évidemment, si on est chez un enfant qui a des difficultés à ventiler spontanément, eh ben on va l'aider Oui. avec des techniques de kiné respiratoire. Ils nous parlent tous à peu près de désencombrement des voies aériennes supérieures, donc le désencombrement rhinopharyngé. Ils abordent l'éducation par le médecin pour ce qui est des recommandations canadiennes, mais voilà. On a une spécificité franco-belge qui est le suivi assuré par le kinésithérapeute qui ne semble pas être appliqué ailleurs. Et est-ce que tu sais qui est-ce qui fait ce suivi ailleurs? Comment ça se passe? Il parle de secondary care. D'accord. Ça, c'est les urgences, ça? Ça arrive à l'hôpital. D'accord. Est-ce que c'est réalisé par des professionnels particuliers ou pas? Est-ce qu'il existe des dispensaires où on va éduquer les parents? Est-ce que le médecin généraliste Le fait en peut amont? prendre le temps de le faire Ouais. sous tous ces aspects? Puisque une première séance de kinésithérapie respiratoire, enfin une première séance de kinésithérapie dans le cadre de la bronchiolite du nourrisson, ça nous demande un peu de temps. Déjà pour relever les éléments de la pathologie et ensuite apprendre aux parents les différentes techniques à employer. Est-ce que les médecins généralistes dans ces pays-là prennent le temps de faire tout ça? Est-ce que les médecins généralistes chez nous ont le temps de le faire? Je pense que beaucoup prennent le temps déjà de parler mouchage en général. Je Oui, pense que ça, c'est déjà fait. Moi, c'est plutôt la surveillance qui m'inquiète. Pas par rapport à leurs compétences, mais par rapport à leur disponibilité et la charge de travail qu'ils ont actuellement, en fait. c'est ça. Les recommandations anglaises parlent de prévoir une réévaluation de l'état dans les 24 à 48 heures par D'accord. le médecin.
Cela dit, moi je fais très peu de bronchiolite, voire plus du tout, parce que j'arrive pas à organiser cette surveillance. Vu les problèmes de démographie médicale et de demande et d'attente et de recours aux soins dans certains territoires géographiques, je trouve que remettre en avant l'importance du suivi par les médecins généralistes de la bronchiolite à 24-48 heures, c'est les mettre face à des difficultés organisationnelles assez importantes. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, il ne me semble pas avoir entendu parler d'une mortalité infantile plus élevée ailleurs, dans des pays où le kinésithérapeute n'a pas de rôle de suivi. Je reste persuadé que ça reste une compétence du kinésithérapeute français qui est formé à assurer ce suivi, et que ce serait dommage que, à cause de la médiatisation qui a été faite de ces recommandations, et aussi un peu de la façon dont elles sont rédigées, on se prive de cette compétence. Oui, parce que finalement, les soins ne sont pas organisés de telle manière à ce qu'on supprime cette compétence actuellement. S'il fallait la supprimer, il aurait fallu prévoir des solutions d'aval ou réfléchir à l'organisation un peu différemment. Donc ça, c'est pas encore prêt. Oui. Mais on est un peu dans la situation où on dit aux gens à partir de demain, la circulation des voitures est interdite, mais on a oublié de prévoir les transports en commun qui vont avec. C'est ça. Moi, ça me va bien d'être un transport en commun. Je pense que c'était une forme d'organisation. Pour moi, en tout cas, l'idée, c'était que le médecin voyait l'enfant et puis moi, j'allais voir l'enfant tous les jours et j'allais le voir le vendredi, le lundi. Et le vendredi, s'il avait besoin, je le renvoyais vers le réseau et que du coup, le médecin n'avait à le revoir qu'en cas d'aggravation. Donc du coup, je faisais la surveillance pour le médecin qui me prescrivait, qui me déléguait un acte qui me correspondait bien et dans lequel je me sentais compétente. Et du coup, lui pouvait recevoir plus de patients. Ce qui me semblait être la logique en fait des politiques de santé actuelles. Mais bon, ça me paraît cohérent. En tout cas, nous, on n'avait pas dit trop de bêtises la semaine dernière. Si on imagine que le kinésithérapeute est un intervenant de premier recours, un soignant de premier recours, c'était pas si aberrant que ça ce qu'on disait, que la place du drainage bronchique n'était plus prépondérante dans nos séances. Je pense qu'on va pouvoir rester vigilant sur les évolutions en termes de consultation que ça va entraîner. L'avantage, c'est que cet hiver aura lieu une expérimentation qui va probablement être la forte diminution des prescriptions de kinésithérapie respiratoire, ce qui va permettre d'avoir un échantillon très important pour évaluer l'impact de ces recommandations. Oui. Habituellement, on passe par une expérimentation locale. Là, il semblerait que l'expérimentation, elle soit nationale. Donc on va souhaiter aux nourrissons que cette expérimentation ne se fasse pas à leurs dépens. Oui. Et aux soignants aussi. Moi, j'ai pas trop de crainte. Je pense que les nourrissons seront toujours plus ou moins bien suivis. Le problème, c'est que ça va rajouter de la charge dans des secteurs qui sont déjà surchargés, en fait. Je trouve ça dommage. Oui. Voilà. D'autant que ça va probablement se rajouter aux épidémies de grippe, de gastro-entérite, qui sont quand même bien réputés pour grignoter de la place dans les services d'urgence et les services qui suivent derrière. Absolument. Moi, j'aimerais vous rappeler qu'on n'était pas là pour défendre toute la profession, on n'était pas là pour réagir comme un animal attaqué, on était là pour défendre la kinésithérapie qui s'intéresse à l'amélioration des pratiques au regard des dernières données de la science. Et effectivement, à part l'étude que tu citais tout à l'heure, qui est Bronchilib 2, si je ne me trompe pas, il y a très peu de littérature qui montre une amélioration de l'état général de l'enfant grâce aux techniques de désencombrement bronchique. Par défaut de production. Ces études, elles n'ont pas été réalisées. Ah, oui. C'est ça le problème. Mais... on les attend depuis 2000, en fait, ces études. On les attend depuis 2000. Bon, peut-être que ça va motiver. Peut-être qu'il faut ça, en fait. Peut-être qu'il faut ça aux kinésithérapeutes français qui sont spécialisés dans la bronchiolite pour mettre en place des études de grande envergure et dire, écoutez, non, on a un intérêt. Après, tant qu'on ne peut pas l'affirmer, effectivement, on ne peut pas reprocher... La difficulté que je vois, c'est que maintenant, les recos HAS sont sortis. Elles disent, ça n'est pas recommandé. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué de faire passer en comité de protection des personnes
des projets de recherche proposant de réaliser ces actes. Oui. Alors que dans les anciennes qui disaient que la technique d'augmentation du flux expiratoire était recommandée sur avis d'experts, il aurait été probablement plus facile de monter un projet de recherche. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.